Le F, un pas de casque, est propulsé par service d'outils FGL, votre stratégie gagnante pour les produits Makita, DeWalt et Milwaukee. Vendredi 24 juillet, mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est votre guide pour Hongrie 2026, ce qui signifie qu'au cours des prochaines minutes, vous aurez l'opportunité d'entendre le plus d'informations possible afin que vous puissiez profiter pleinement de votre week-end de course. Et on débute maintenant avec l'actualité dans le monde de la Formule 1. Eh bien oui, ici au F1 Podcast, les vendredis riment avec Gouletski, scripteur, analyste des courses de la course Formule 1 de la GTCQ.tv, mais aussi les courses d'endurance. Il est aussi avant tout un pilote de nos amis de Team FSR. François Goulet, comment vas-tu? Un François en vacances? Ouais, j'ai exagéré sur le soccer hier, retour après 7 ans, et là, je me suis blessé au dos. Fait que je suis bien calmement sur ma chaise, puis je vole pas haut. Comme on dit ici au Québec, jour le jour, haut du corps. Blessure au haut du corps, au bas du dos, mais c'est un bon prétexte pour rester assis et regarder des courses, même s'il fait beau. Oui, ben oui. Puis en plus, tu profites de tes vacances. Puis je voulais te remercier quand même parce que tu nous accordes un moment de ton vendredi après-midi pour jaser d'F1. Ça me surprend pas de ta personnalité, mais je voulais quand même pas prendre ça pour acquis. Bon, ben, c'est gentil on va dire, de m'accorder ces remerciements-là, parce que c'est vrai que je pourrais m'en aller à l'autre bout de la province, quoi qu'aujourd'hui, comme je te dis, je vais pas haut, fait que je suis content de rester à la maison. Puis Grand Prix d'Hongrie, quand même, je le nommerai pas comme un classique nécessairement, parce qu'il n'y a peut-être pas pareil que Silverstone, les autres circuits dans mon cœur, mais ça reste que c'est une course qui date depuis longtemps, donc ça reste quand même un classique d'une certaine forme. Puis j'ai bien hâte de parler de ça, puis de tout ce qui l'entoure avec toi. Ben, tu touches un point important parce que moi aussi, j'ai hésité dans ma chronique à CNV tous les jeudis dès 8 heures. J'ai hésité à l'appeler comme un classique, mais ça fait quand même, ça va être la 41e édition, c'est 40 ans qui n'a pas décollé du calendrier. Là. Ils l'ont mis en 86 puis il n'est pas parti de là. Fait que je te comprends aussi, tu veux pas utiliser le mot classique, ben c'est quand même pas très loin de ça. C'est pas un Silverstone, c'est pas un Spa, mais il y a quand même une longévité là, quand même qui est là. Ben, il faut pas oublier que je pense que Simon aime beaucoup ce Oui, circuit-là. oui, c'est des choses, donc favori, on va respecter ça. C'est super beau quand on monte les images de la Hongrie, Danube, tout ça. Et surtout, ça a été c'est l'endroit où, selon nous, je pense qu'on a eu cette discussion-là, le plus beau dépassement de l'histoire de la Formule 1 a eu lieu. Nelson Piquet sur Ayrton Senna. ouais. Donc, c'était une autre époque, mais ça reste qu'on a des beaux souvenirs de la Hongrie. C'est un Grand Prix qui donne quand même beaucoup de surprises, des fois des premières victoires. Hein? Mettons, on pense à Esteban Ocon, entre autres. Fernando Alonso, oui. C'est vrai, oui. Ouais. C'est là qu'Alonso a gagné sa première victoire. Ouais, mais tu sais, Alonso, par exemple, c'est pas sa seule. Fait que moi, c'est peut-être pas resté autant dans ma tête que ça. Ouais, mais ça se peut que ce soit là. Excuse-moi, tu m'apprends ce fait-là. C'est dans les endroits où il y a eu le plus de premières, parce qu'il y a eu Jenson Button, on a Fernando Alonso, puis là, tu faisais bien de nommer Esteban Ocon, mais tu as raison qu'Ocon a marqué l'imaginaire parce que ça a été sa seule. Puis c'était très inattendu, là. Pas qu'on croyait pas au talent d'Ocon, mais il était quand même pas dans une voiture de premier plan non plus. Non, c'est un bon pari de la part d'Alpine, là. Ils ont fait ça quelques fois, là, des bons paris par rapport à la température. Donc, ils ont bien fait ça. Puis, je pense que c'est le premier circuit aussi où on a eu un départ à une seule voiture. Tu sais, où Lewis Hamilton qui saute par-dessus le petit terre-plein de gazon pour rentrer dans les puits. Il y a pas mal d'affaires qui se passent quand même en Hongrie, même si c'est pas un circuit. C'est le circuit de go-kart de la Formule 1. Pas de grande ligne droite. C'est sûr qu'on va se dire que les dépassements sont pas faciles. Puis on va en parler du circuit, mais ça pour dire que le Grand Prix, j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec les voitures de maintenant, parce que avec l'accumulation d'énergie, tout ça, déploiement, ça se pourrait qu'on aille quelque chose de plus intéressant. Ce qu'on chiale des fois sur d'autres circuits à cause des dépassements, on va dire artificiels, et je fais les guillemets, enfin, peut-être que là, ça va nous donner quelque chose d'un peu plus convivial. Mais on y reviendra. On va en parler du circuit. Je pensais pas qu'on s'emballerait autant sur le Grand Prix. Ouais, c'est clair, parce que moi j'ai un préjugé envers cet endroit-là, mais
je respecte l'endroit, je te le dis, Ouais, là, ouais, parce ouais. que oui, c'est sûr que c'est très difficile de faire des dépassements. Puis là, tu touchais justement à un point comme on dit, on remettrait ça à plus tard parce qu'on brûlera pas nos routines de débuter avec l'actualité. Ben ouais. Mais c'est vrai que les nouvelles voitures, ça peut rendre la Hongrie drôlement intéressante parce que à toutes les fois que Simon Bachar, on dit son circuit favori, me parle à quel point ben, c'est intéressant, il se passe toujours quelque chose en Hongrie. Ben, souvent, son exemple, c'est une course de je pense que c'est une course de 1989 là, qui souvent tu sais tu sais justement il écrivait là-dessus. Fait, toutes les fois je me dis ben il y en a eu pas mal de courses depuis ce temps-là, mais de ramener ça à l'époque justement que peut-être qui fascinait un peu plus Simon, c'est que les petites voitures pouvaient se dépasser, on pouvait disputer les virages de large, ce qu'on peut pas vraiment faire présentement. Là. Ça veut pas dire que c'était plus facile de dépasser à l'époque parce que c'est quand même très difficile de compléter un dépassement en Hongrie, mais au moins il y avait la possibilité de mettre sa voiture à côté d'un autre. Je le disais, on débute normalement avec l'actualité, puis j'ai envie de parler, de continuer sur de quoi qu'on avait déjà amorcé ensemble il y a de ça, je pense que ça doit faire déjà une semaine ou 2 semaines, qu'on est allé voir l'exposition sur Ouais. Gilles Villeneuve, bien sûr, qui se passe au Mhm. Parc Jean-Drapeau. Salut Gilles, une histoire de vitesse à Montréal. Ben là, je voulais aller voir l'autre côté de la médaille. Je suis allé visiter le musée à Berthierville. Moi, j'avais été Mhm. quand j'étais beaucoup plus jeune, puis je te dirais que mes souvenirs sont. J'en ai, mais pas de vie adulte. Là. Donc, je voulais revivre ça. Et puis, je trouvais que ça tombait bien. Mon père était en vacances, donc une sortie père-fils. On se dit, on va aller dans le coin de Berthierville. Puis là, finalement, en arrivant là-bas, j'ai eu le temps, l'opportunité de discuter aussi avec le directeur Alain Bellumeur. Bien sûr, j'ai posé des questions sur la situation qui est arrivée avec une saisie puis toutes ces choses-là. Mais avant d'en venir là-dedans, je veux rappeler aux gens que c'est ouvert, le musée. Donc, oui, je suis allé faire une visite. Il y avait des gens de partout, justement, sur le guide à la fin où ce qu'on peut signer puis mettre notre nom. Ben, il y a des signatures de d'autres personnes. Puis là, on était rendu, on calcule les pays, on était rendu à 30 pays depuis le début de l'été, des gens de différents pays qui étaient venus visiter. Donc, autant de la Pologne, de l'Ukraine, de la Russie. Même, on a fait la blague de dire, heureusement que les Russes et les Ukrainiens n'étaient pas là en même temps. Mais au Ouf. moins, ça arrive de partout. On voit, peu importe les situations qui se passent ou quoi que ce soit, les gens veulent entendre parler de Gilles et se faire raconter l'histoire. Donc, c'était très plaisant d'être là, d'échanger avec Alain Bilmer qui m'a expliqué aussi les histoires derrière ces voitures-là. Pourquoi qu'on s'est retrouvé avec 2 voitures BAR de Jacques Villeneuve, qu'on est capable d'avoir ça en démonstration sur place. Une que tu aimerais sûrement, François, celle de la fameuse double livrée avec le, Oui, le zipper. voilà, elle est dans le milieu, donc elle est là aussi. Donc, juste ça, c'est très intéressant, les voitures players de Jacques. Il y a des artefacts aussi, autant de Tagliani, de Patrick Carpentier. Donc, tout ça, j'ai trouvé ça bien. Il y a aussi le fait que moi, je pensais qu'on avait de la suite dans les idées. Finalement, on me dit que oui, mais c'était à 50%, que ça coûte 12 ou 27 dollars pour entrer. Donc, 27 dollars, c'est le prix familial, là. Bien sûr, il y a OK. des conditions à respecter, mais 12 dollars pour le prix d'entrée pour un adulte. Il y a un rabais si vous êtes senior, si vous êtes capable de prouver que vous êtes, vous appartenez à l'âge d'or. Donc, on vous donne un rabais pour ça. Mais 12 dollars, je trouvais ça fascinant. Puis là, quand j'ai posé la question à Alain, il m'a répondu, il dit, le 12, non, ça a tombé comme ça fait longtemps que c'est OK. 12 dollars. Mais il dit, le forfait familial à 27, ça a bien tombé, on l'a mis là. Fait que là, je suis là, OK, moi, ça m'a frappé tout de suite. Tu connais quand Ouais. j'accroche pour la numérologie. Ben, en tout cas, tout ça pour dire ça, je trouvais ça très le fun, mais aussi l'ambiance qu'on crée alentour de Gilles, c'est un autre cachet. Si on y va vraiment style garage, parce que c'est ce qu'on veut. On se dit, Gilles vivait comme ça. C'est un gars qui voulait passer son temps là-dedans. Donc, on veut avoir cette ambiance-là. Puis pour te faire plaisir, j'ai aussi été manger au Harvey's de Berthierville que tu avais Oui. testé. Tu avais testé pour moi quelques semaines C'était d'avant. très bon, d'ailleurs. Ouais, moi aussi, c'était excellent. Il y a du monde là-bas. En tout cas, c'est moi que c'est vraiment un point de rencontre. Puis la raison pourquoi je parle de ça aussi, c'est qu'il n'y a pas de trafic sur les routes. Puis c'est un bel endroit justement pour prendre la route, éviter, échanger un peu les idées. Donc ça se fait bien même si vous restez en ville ou en banlieue ou quoi que ce soit. C'est un endroit qui est quand même facilement atteignable. Puis, pour ce qui est des situations, les frictions qu'il y aurait eu avec la famille Villeneuve et ces choses-là, ben c'est toujours, il y a encore des procédures légales qui vont être en cours. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas entamer des grosses discussions là-dedans. Mais j'en ai quand même profité de poser la question, est-ce qu'il y a des choses qui ont été brisées ou est-ce qu'on pourrait reconstruire une relation pour travailler tout le monde ensemble pour préserver la vie de Gilles, puis son histoire, puis tout ça. Puis, Alain, je pense qu'il aurait été en droit de me répondre non, non, il n'y en aura pas. Puis j'aurais aussi compris et respecté ça. Mais il m'a vraiment dit, il a vraiment répondu très rapidement de dire non, non, moi, le, le but, c'est de parler de Gilles. Le but, c'est qu'on en parle. Donc, il n'y a rien contre une exposition qui a lieu en même temps. Ça a sa place. Lui, pour lui, c'est juste la façon qu'on s'en est pris.
ben lui, c'est sûr qu'il se défend, c'est sa version à lui, mais qu'il n'y a pas des choses qui ont été brisées qui ne pourront pas être reconstruites. Ça, j'étais très content d'entendre OK. ça. Et Sylvain Poliquin, on sait, on est à l'écoute de nos auditeurs, Mhm. et plusieurs m'avaient demandé les artefacts ou les choses qui sont à l'exposition, est-ce que c'est des choses qui ont été saisies au musée? Puis Alain m'a confirmé que ce qui a été saisi au musée, pour l'instant, n'est pas à ni un ni l'autre. Ça a été mis justement, c'est pris sur le droit de la cour, puis après ça, on va décider vraiment à qui ça appartient. OK. On m'a dit que c'était un trophée, un uniforme de Gilles et une motoneige. Donc, il n'y a rien qui a été. C'est pas comme si on avait pris la plus grosse pièce du musée puis ça fonctionne plus. La motoneige, on avait quelque chose pour remplacer. Le trophée, puis on en a d'autres de d'autres époques. Donc, ça n'a pas affecté tant que ça le musée. Mais j'étais conscient aussi d'avoir une spécification sur ce qu'il y avait vraiment qui avait disparu de là. Puis on s'en rend pas compte là, quand on fait la visite. En faisant le tour, François, tu sais que j'ai pensé à toi et tu as d'ailleurs reçu des photos. Oui. Mais dans le fond, j'y pensais à toi. Je les ai envoyées à toi, mais c'était des photos qui étaient à ton père que je voulais envoyer. Parce qu'en voyant les skis roulent, je sais que tu m'en parles assez souvent, Ouais. donc il était là. Mais c'est vraiment, si tu as une chance, je sais que toi, tu es dans le coin de Québec ou quoi que ce soit, mais je conseille encore aux gens la même chose que l'exposition au Parc Jean-Drapeau. Allez-y avec les enfants parce que ça ouvre des conversations, ça ouvre des discussions. J'étais là avec mon père, puis ça l'a ouvert des histoires qu'il ne m'avait pas nécessairement conté dans le temps, qu'il se rappelle d'avoir vu des choses de Gilles, puis tout ça. Donc, c'est vraiment le fun. Ça ouvre à discuter et à continuer de faire perdurer la mémoire d'un grand Québécois. Donc, je te le recommande à toi aussi, François, même si je sais que tu en as vu plusieurs sur Villeneuve, mais je pensais vraiment que c'était un endroit aussi que tu aimerais beaucoup Ben, visiter. ça fait longtemps que je veux y aller, justement avec mon père et mon fils en même temps. Donc là, Mhm. je suis avec ma famille pendant mes vacances. D'ailleurs, ma petite a viraille autour, donc ça se peut qu'on l'entende à un moment donné. Sauf que euh, je, je veux vraiment y aller. J'ai aimé ce que tu m'as envoyé comme vidéo, tout ça. Là, j'étais plus sûr, tu sais, avec ce qui s'était passé, les saisies, tout ça, j'étais moins au courant de ce qu'ils avaient ou avaient pu. Donc, je me disais, est-ce que c'est bon d'y aller? Mais je voyais qu'il y avait encore énormément de choses. Puis, Berthierville, j'y vais. C'est souvent mon pit stop, excuse-moi, Oui, là, je l'anglicisme. pense pour bien des gens, oui. Ouais, en revenant de Montréal, en revenant de Laval, soit au du bureau, tout ça. Ou que ma famille monte à Mont-Laurier, parce qu'on a de la famille là-bas. Donc, on arrête toujours à Berthierville parce que c'est aussi une bonne place pour manger. Il y a beaucoup de restos dans le coin. Le McDonald's, il y a beaucoup de cadres de Gilles Villeneuve. Donc, c'est une ville qui vibre au son de la famille Villeneuve. Donc, c'est vraiment intéressant. Et oui, là, regarde, il me reste une semaine de vacances. Je pense que ce serait la meilleure option, surtout s'il pleut, tout ça. Là. On fait de la route, tu sais, ça me dérange pas, moi, de faire 2 heures de route puis d'aller là. En même temps, ben, il y a l'heure Harvey's. Mais oui, je veux y aller. Puis, tu sais, quand tu m'as montré la voiture de Jacques, la 27, c'était super. Ski roule, oui, mon père, il a vu Gilles courir en ski roule. Donc, j'ai un laminage ici là, de toutes les formules atlantiques que Gilles Villeneuve a conduites. J'en ai 4. Là. Je ne sais pas s'il y en avait plus que ça, je pense pas. Mais ils ont fait des modèles réduits de ça aussi. Donc, je pense qu'il y en a 3. Minichamp a fait ça. Donc, en tout cas, on pourrait parler de Gilles toute la journée, mais c'est sûr que je vais y aller, puis je suis content que ce soit encore ouvert. Moi, j'espère que tout le monde va. Moi, je suis un gars qui essaie de m'entendre bien avec tout le monde. J'ai adoré la conversation avec Mélanie Villeneuve. J'ai adoré la personne. J'ai aimé son discours. On parlait, mettons, de la Formule 1 maintenant. Elle trouve ça plate que les gens se laissent pas d'espace, tout ça. Moi, j'étais là, yes! C'est exactement comme ça que je pense. Elle parlait de chauffer à bâton une voiture, hein, sa Golf, tout Oui. ça. Donc, je m'entends bien avec elle. Je connais pas M. Bellumeur, mais moi, ce que j'aime, c'est quand tout le monde s'entend. Puis le but, tout ça, c'est de faire parler de Gilles Villeneuve. Donc, euh, l'harmonie, c'est ce que je souhaite. Puis j'espère juste que le maximum d'endroits où on va pouvoir profiter de la mémoire de Gilles Villeneuve, voir des artefacts, apprendre de l'histoire. C'est ça. Puis on m'a déjà dit, puis je vais finir là-dessus, que moi, j'avais entendu parler d'une histoire que Gilles Villeneuve et avaient acheté une Ferrari à Guy Lafleur et qui avait fait Québec-Montréal en 54 minutes. Quelque chose comme ça, avec Guy Lafleur en passager. J'aurais bien aimé être à sa place. Mais je pense que Et c'est un. apparemment que c'est marqué à quelque part là-bas, ou je sais pas trop, Ah mais ouais? j'aimerais ça. J'aimerais ça en savoir plus là-dessus un Ben jour. Puis ça, j'ai pas eu la chance de le demander à Mélanie la fois qu'on l'a vu. on pourrait poser la question, mais de mémoire, moi, ce que j'ai en tête, c'est que c'était un Charger ou un Challenger. C'était pas une Ferrari. Oh, OK. Ben, peut-être que, tu Écoute, sais, l'histoire, elle se détruit à la longue, puis elle vient une légende, là. Mais de mémoire, c'était une voiture plus muscle car avec quoi qu'on avait fait ça. Mais ça se peut dans peut-être tous que je les me cas, trompe aussi. aurais-tu embarqué avec Gilles Villeneuve faire Québec-Montréal pour battre des records, toi? À l'époque où il n'y avait pas Ah. trop de radars puis pas trop de nids de poule, peut-être? Mais c'est parce que là, en connaissance de cause, on serait dit, ben, c'est probablement le gars le plus sécuritaire avec qui tu peux embarquer pour faire ça. Mais le gars a quand même perdu la vie derrière le volant. Fait que c'est là que c'est un pensée bien, mais je pense que oui. Ben, en fait, ah ouais, ben, en fait, tu préfères être avec lui
qu'avec ton cousin Ah, Jean-Guy. exactement. Parce Mais il que va aller en termes beaucoup de plus vite. c'est ça, en termes de contrôle de voiture, ça reste que Ouais. c'est. Ah, En fait, c'était une malchance. ouais, L'histoire de la mort de Gilles Villeneuve pensait que Jochen Mass allait aller d'un côté, est allé de l'autre. ouais. C'était comme un peu contre-intuitif, mais bon. Ouais, mais c'est un. Bien sûr, c'est une malchance, mais c'est le fait que c'est un gars qui prend tellement de risques. C'est Ah ben sûr là, que ouais. d'embarquer avec, ça va être Ah, une. mais s'il y a Ouais. quelqu'un avec lui, j'imagine qu'il y aurait peut-être. En tout Ah, cas, je le sais peut-être pas. réduit ça à 80. Ouais, moi non plus, Je c'est sais ça. pas. J'ai déjà entendu des histoires de Jacques là, qui expliquaient justement Jean Villeneuve sur ce que son Ouais. père faisait avec sa camionnette, ces affaires-là. Mm. Mais oui, un tour de. Tu sais, j'ai déjà entendu parler même Michael qui avait été reconduire Gino Rosato ben, qui voulait aller se rendre à l'aéroport très rapidement entre l'usine de Ferrari puis d'aller jusqu'à l'aéroport en Italie. Puis il avait raconté l'histoire que c'était tout. Ça a l'air qu'il avait payé toute une route en tout cas pour se rendre Ah, jusque-là. Ouais. ouais, t'allais Euh, dire toute une ride, hein? Ouais, j'allais dire ça. Ça aurait peut-être été plus Euh, en contexte de ouais. le dire comme ça. Appel à Mais tous. J'aimerais ça qu'un pilote professionnel me fasse faire un tour de machine à un moment donné, puis que je le vive moi, comme c'est il le faut. genre d'activité que je renoncerais pas. Mais je suis pas sûr Mm. que j'aimerais ça. Ne pas avoir le contrôle sur ce qui se passe, mais c'est sûr que tu peux pas dire non. C'est comme un tour Ah, ouais. un tour de CF 18 ou des choses comme ça, Mhm. là, des voitures, je veux dire, des avions de chasse. Ben, c'est pas le. Il y a personne qui sort de là et qui a l'air d'avoir eu beaucoup de plaisir, sauf que tu le fais parce que l'opportunité d'aller là, elle repassera pas. Là. Fait que Mhm. tu le vis. Pour conclure sur Gilles, je voulais juste aussi signaler que le Grand Prix de Trois-Rivières va célébrer 50 ans de sa victoire en Atlantique 1976. Donc cette année, Mm. ça s'en vient, le Grand Intéressant. Prix de Trois-Rivières, ça Ben ouais. approche. Donc on se rappelle là, qu'il avait battu notamment James Hunt, champion du Mhm. monde, mais aussi Alan Jones, qui était devenu champion du monde un peu plus tard. Et on a aussi déjà amorcé des plaques commémoratives pour ces 5 victoires, parce qu'il y avait 5 victoires au Canada lors de cette saison-là en Atlantique. Et là, on a donné des plaques aux différents endroits. Là. Je me rappelle, c'est Manitoba, Alberta, il y en avait eu 2 au Québec, puis Nouveau-Brunswick de mémoire. Donc, il y avait complété avec 5 victoires au Canada. Donc, on remémore ça. Donc, du côté du Grand Prix de Trois-Rivières, on avait préparé des plaques qu'on allait donner aux différents endroits pendant la série NASCAR Canadian Tire, parce que bien Mm. sûr, Atlantique n'existe plus. Donc, je sais que tu vas être là à Trois-Rivières, fait que peut-être Ouais, je garder vais un être là petit cette œil année, ouais. là-dessus. Je trouve que ça vient un peu boucler la boucle sur l'été de Gilles. On a appelé ça comme ça. Moi, j'ai envie de dire l'année de Gilles parce qu'il se passe des choses au Parc Jean-Drapeau jusqu'à la fin de l'année, puis on va même aller plus loin avec ça. Le musée qui est ouvert à temps plein, mais avec tout ce qui se passe, puis là, ce qu'on met du côté de Trois-Rivières, qu'on appelle aussi les nominations, justement, l'été de Gilles. C'est le fun de pouvoir profiter de ça. Donc, si vous voulez faire de la route, ben, allez vous déplacer aussi du côté de Trois-Rivières. Maintenant, on parle, c'est rare qu'on fait ça dans l'actualité, mais on n'a pas le choix. C'est tellement massif. L'amélioration Ouais. qu'Aston Martin a C'est une autre apportée. voiture. Ouais, c'est une autre voiture, exactement. La voiture de type B, là, qu'on appelle, là, dans ce Mhm. temps. C'était très connu, hein, dans ce temps-là, en F1, on appelait la B-Spec, là, la type B, lorsqu'on apportait une deuxième voiture. Lorsqu'on roulait à l'époque, on pouvait en apporter 2 complètement différentes avec des réglages aussi différents. Là, maintenant, on n'a plus ce luxe-là. Sauf ce qu'on fait, c'est qu'on apporte des améliorations sur chaque voiture. On vous les présente à chaque épisode du vendredi, bien sûr, trajectoire technique présentée par nos amis de service d'outils FGL, une entreprise de 3e génération. On devance un petit peu pour Aston Martin parce que tenez-vous bien, là, 16 mises à jour sur la voiture. 16 mises à jour, là, quand on dit voiture B ou nouvelle voiture, on est vraiment pas loin de ça. François, nouveau museau, nouvelle Mhm. suspension arrière, ça c'est ce qui retient le plus l'attention, et diète. Pourquoi diète? Parce que le poids était très élevé sur cette monoplace-là, la AMR 26, et là on lui a fait perdre un peu de poids, on l'a fait travailler sur le tapis roulant. Elle est supposée être un peu plus allégée pour être capable d'être plus maniable pour les pilotes. Et pour les gens qui se posent la question, ben, quand est-ce qu'on va avoir une évolution moteur du côté d'Honda? C'est pas en ce week-end qu'on a ça va être du côté de Zandvoort plutôt qu'on va apporter les améliorations. Et je commence avec ça, OK? On Mhm. sait qu'AJ Newey, on a énormément confiance en lui. Ça, oui. Je pense pas qu'on l'a perdu depuis le début de l'année, sauf que toujours la question de dire est-ce que c'était l'année de trop? Est-ce qu'il a bien fait de s'embarquer dans ce projet-là? Est-ce qu'il aurait dû prendre sa retraite? Puis là, on dit, ben, la voiture qu'on va apporter en fin de semaine, c'est la vraie voiture d'Adrian Newey. Je sais que c'est facile à OK. dire, mais que là, on a eu vraiment le temps de comprendre les outils qu'il y avait sous la main du côté d'Aston, a eu le temps aussi de se forger à l'équipe, parce qu'on en parlait un peu l'année dernière, qu'il avait le droit à ses 15 minutes de pause pour voir le reste de l'équipe, mais Sur les napperons, ouais. sur les navrons, mais le restant du temps, il était concentré sur cette voiture-là. Donc là qu'on nous dit, ben là, c'est la vraie voiture qu'il va faire. Ouais, j'ai tendance à pas vouloir m'enfarger là-dedans, mais admettons qu'on les croit et qu'on dit, OK, ça, c'est la première version de Adrian Newey. Est-ce que ça met où, toi, l'objectif ou
comment qu'on pourrait juger qu'il s'est accompli ou pas? Parce qu'on part tellement de loin. On part de 5 secondes de retard. Oh, ça n'a pas de sens. Ben, en fait, OK, je suis content d'apprendre que ça, c'est rare qu'on fait ça, d'apporter quelque chose de. Au lieu d'apporter des petites évolutions tout le temps, Oui. là, on attend, puis là, on frappe gros. Je suis content parce que ça montre qu'Adrian Newey travaille là-dessus. Du côté de Aston Martin, ben, j'ai entendu Fernando Alonso en entrevue. Il a l'air confiant. Euh, Tout le monde a confiance en Adrian Newey. Moi, je pense pas que ce soit l'année de trop. Puis ils ont posé la question à Ruth Buscombe ou Buscombe, l'ingénieur britannique là, qui fait des commentaires sur Mhm. le canal F1, si, mettons, ça ne fonctionne pas du côté d'Aston Martin, est-ce que ça va ternir la réputation ou la légende d'Adrian Newey? Non. Moi, Non. j'ai d'opinion exactement comme elle, qui disait non, pas du tout. On ne pourra jamais lui enlever ce qui a été fait. Puis lui, il expliquait qu'à chaque fois qu'il y a des nouveaux règlements, ben, c'est comme un nouveau cadeau de Noël qu'il développe parce qu'il ne sait pas c'est quoi qu'il va avoir. Puis je pense qu'Adrian Newey est capable de s'adapter à tout. C'est juste un mauvais départ. Donc, d'avoir cette nouvelle voiture-là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est sûr n'ayant pas d'évolution de moteur pour l'instant, ben, on verra ce que ça donne, hein, parce que c'est une question. Bon, on a allégé, tu as parlé de plein de choses. Il y a la boîte de vitesse aussi qui est plus légère. Donc, Oui. c'est vraiment une cure d'amaigrissement, on va dire, pour la voiture. Fait que, on part de loin, mais on va le savoir tout de suite. Là. Si on voit qu'ils sont, au lieu d'être à 3 secondes en arrière, quoi que, tu sais, c'est un. Hungaroring, là, c'est un circuit d'appui, hein, donc c'est peut-être le meilleur moment. On va voir si c'est une voiture bien née. Donc, même sans être catégorique là-dessus, on va avoir une idée un petit peu si on est dans la bonne direction. Puis on en a tellement parlé dans les derniers balados avec toi, moi, Simon, qu'on a confiance en Adrian Newey, qu'on pense qu'il va trouver la recette gagnante et que je parierai jamais contre lui. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Puis je suis content que ça arrive maintenant parce que je pense que là, il commence à se faire tard un peu. Non, puis en plus, si tu donnes la chance à Adrian Newey de te faire une bonne voiture, puis tu es Ouais. assez chanceux pour qu'il manque son coup, Ouais. si tu y en laisses une deuxième, il se plantera pas. Fait que Mhm. normalement, si, admettons, on lui accorde la responsabilité d'avoir fait la première voiture puis de s'avoir trompé, là, il a eu le temps de voir justement ce qui se fait ailleurs, qu'est-ce que lui voit, les données qu'il pense que peut-être qu'il avait vu de la bonne façon, mais que ça s'est mal traduit par le vieux logiciel Jordan qu'on utilisait Mhm. encore dans l'écurie Aston. Donc, tout ça, s'il a vraiment eu ça, réussi à mettre ça à sa main, d'avoir le champ libre aussi, on a tassé Andy Cowell à travers toute cette période-là, qu'est-ce qu'il va être capable d'accomplir, ça va être intéressant. On donne la chance de recommencer à zéro une nouvelle voiture, même si on dit que c'est pas tout à fait à zéro, qu'on a gardé les anciens éléments, qu'on en apporte des nouveaux. On fait bien de mentionner, bien sûr, le moteur qui est quand même une grosse partie. On pense que, oui, Aston n'avait pas fait la meilleure voiture, le meilleur châssis, mais on n'avait aussi pas le meilleur moteur. Donc, Mhm. ce cocktail-là faisait en sorte qu'on avait énormément de difficultés depuis le début de la saison. La question que je te demande, qu'on va demander Mhm. aussi à nos auditeurs, la question du jour présentée par nos amis de Sauna Viking, bien sûr, situé à Laval pour vous aider avec vos projets de sauna autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. La question qu'on demande, c'est quelles sont vos attentes pour le week-end pour Aston Martin et ces importantes mises à jour sur l'AMR 26. Dans le fond, ce qu'on demande, c'est du pareil au même. Vos attentes, c'est que on va être la même affaire, il n'y a rien qui va changer, on va être encore dans les bas-fonds, qu'on va percer un top 15, on va réussir à aller dans le top 15, ou sinon, ça sent les points. Ça, c'est les plus optimistes. Là, Oh ceux- Seigneur, OK. Ouais. Excuse-moi, parce que tu me prends de court avec cette troisième-là. Je peux te dire, moi, Ben oui, bien sûr, je veux le OK, bon. savoir. Je veux dire, à finir en avant des Cadillacs, puis réduire l'écart par rapport à la queue de peloton. C'est ce que je pense qui va arriver. Je pense pas qu'on va être capable d'aller chercher une 15e, à moins qu'il y ait énormément d'abandons. Mais à date, les Mhm. abandons ils venaient souvent chez Aston Martin aussi. Oui. Donc, je veux pas m'emballer un petit peu trop parce que l'écart est tellement gros que je pense pas qu'on peut réduire ça là, en claquant des doigts comme ça. Mais le réduire aussi de façon aussi importante, là, c'est ça que je veux en venir. Là. Mhm. Mais de le réduire un peu, là, je pense que ce serait le meilleur départ. Là. Fait que, je vais dire, mettons, un top 18, mettons. Je sais pas dans les choix de réponse. C'est que là, j'avais de la misère à être Désolé. classé. J'ai dit, c'est comme si tu répondais du pareil au même, mais d'une façon positive. Dans le sens que, Ouais. ouais, c'est peut-être pas le bon choix, mais, Du pareil au même avec une légère amélioration. Tu ouais. sais, c'est parce qu'on part tellement de loin que Mhm. ça va être même résultat, mais moins pire. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour
un peu tempérer l'attente des gens. C'est un peu si le gars, il se fait construire une maison, puis là, il invite des gens pour venir souper, mais il y a juste la fondation. Hmm. Personne qui va trop être impressionné de ce qui se passe. Fait que c'est un peu ça en fin de semaine. Et ça va bien aller, probablement. On va probablement mettre une fondation, on va construire de quoi de solide, puis après ça, on va amener d'autres évolutions, on va comprendre où ce qu'on s'en va, évolution moteur du côté de Zandvoort, on le disait. Puis après ça, on va bâtir là-dessus. Mais c'est sûr que c'est pas vraiment le temps d'inviter la visite, de dire, wow, venez voir ce qu'on est en train d'accomplir, puis finalement, il n'y a rien de monté encore. Je vois ça un peu comme ça en fin de semaine. Donc, pour moi, je me classe aussi dans du pareil au même, dans le sens que, si on est, tu sais, je le disais dans ma chronique à radio, pour moi, si on frappe un top 15 en fin de semaine, c'est tout un accomplissement. Ah oui, c'est sûr. C'est tout un accomplissement. Donc, c'est pour ça que quand on dit, on va être d'un point, ou que Lance Schultz, on va marquer des points en Hongrie, ou on va se battre pour les points en Hongrie, c'est correct d'avoir un Lance optimiste, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, puis je pense qu'on l'a critiqué pour ça aussi, des fois, que, à place d'envoyer toujours des messages négatifs, mais il faut quand même rester réaliste. Je sais qu'en Hongrie, c'est un endroit que, à cause que la traînée n'est pas un facteur, ça a bien été pour Aston. Même Aston était un peu une anomalie là, dans les dernières années. Lorsqu'on arrivait là, tout d'un coup, on pouvait commencer à croire que tout allait bien, puis finalement, on revenait au même. La bonne nouvelle, c'est que Zandvoort, c'est un peu le même endroit aussi. Le prochain Grand Prix, c'est un endroit aussi que la traînée, c'est pas vraiment un facteur. Après ça, on va prendre notre coup à Monza, là, du côté d'Aston. C'est vraiment là qu'on va frapper la réalité si on n'a pas tout amélioré. Mais ça reste à voir. Du côté du marché des pilotes, il se passe pas grand-chose. C'est comme si tout le monde attend ce que Max Verstappen va faire, ce que Fernando Alonso va faire. Selon les dires, c'est dépendamment comment la voiture va se comporter en Hongrie, même si Fernando a dit c'est pas juste ça qui va décider ce que je vais faire de mon futur. Esteban Ocon aussi, que son nom est souvent dans des rumeurs, c'est pas parce qu'il risque de signer ailleurs, c'est plus parce qu'il se bat un peu pour garder Ouais. son baquet, pour prendre le bon terme. Et ensuite de ça, moi je mentionnais, c'est pas dans les rumeurs, mais il y a une question que je me demandais à l'endroit de Carlos Sainz, parce que Carlos Sainz de plus en plus commence à faire connaître son mécontentement chez l'écurie Williams, regrette peut-être un peu son choix. On se rappelle qu'il avait décidé jusqu'à la toute dernière minute entre Williams ou le projet de Audi. Maintenant, le projet de Audi existe. On voit des Ouais. résultats. C'est pas nécessairement guère mieux que ce que Williams fait, sauf que par ma perception, j'ai l'impression qu'il y a une meilleure structure puis qu'on s'en va peut-être quelque part puis qu'on a plus de contrôle sur la direction qu'on peut prendre puisqu'on est une écurie d'usine à part Ouais. entière. Mais ma question que je demandais dans ma chronique cette semaine, c'est est-ce que si t'es Audi, tu reprendrais Saints? C'est drôle parce Dans le que sens j'ai. que, ouais, Ouais. excuse-moi, dans le sens qu'il t'a dit non, tu as tourné le dos. Je sais qu'il n'a jamais été chez Audi, mais dans le sens que tu as fait une offre, il l'a pas pris. Il a Puis là, comme pas cru, là. ouais, il Ouais. revient frapper à la porte quelques mois plus tard. Ben, tu l'as mis sur la page, puis je me suis amusé à lire tous les commentaires, puis il y avait d'extrêmement bons commentaires là-dessus. Le premier que j'ai vrai, qui m'a comme pété aux yeux, comme on dit, c'est Mhm. que Audi est une compagnie allemande et que Nico Hülkenberg, excuse-moi, je me rappelais plus qui l'a mis, là, je sais que John Kirst était là, tout le monde, Ouais. tous les usual suspects, les suspects de convenance nous ont été là dans les commentaires. C'est vrai que un pilote allemand, Nico Hülkenberg, là en ce moment, ben Hülkenberg, il est là. Tu sais, il fait sa job. C'est un bon pilote, Nico Hülkenberg. Il n'a pas le palmarès de Carlos Sainz, qui a déjà des victoires. Mais je pense que Nico Hülkenberg n'a jamais vraiment eu une voiture comme celle que Carlos Sainz a eue avec Ferrari. Donc, j'ai l'impression que moi, ça serait changer un peu 4,30 sous pour une pièce en bon québécois, là, changer Hülkenberg pour Sainz et tu perds ton pilote allemand. Et le fait aussi, puis je réponds à ta question, Audi s'est fait bouder par Carlos Sainz au début, puis maintenant qu'il monte un peu de performance, finalement, vous n'êtes pas si mal que ça. C'est un, la confiance qui n'a pas été là au début. Moi, être Audi, je vois pas en quoi je trouverais ça alléchant, surtout si c'était pour remplacer ton pilote Hülkenberg, qui t'a donné des bons résultats pour ça. Donc, on l'aime, Carlos Sainz. On était content de le voir performer, mais il n'a pas donné le vote de confiance à Audi. Donc, ouais, je serais peut-être un peu. Mais en même temps, c'est des affaires. Hein, c'est une business, comme on dit. Donc, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est un pilote qui est performant, qui va rapporter des commandites, tout ça. Maintenant, c'est de mesurer le poids de chacune de ces options-là. Je te comprends à 100% de ne pas te rappeler le nom de l'auditeur qui a écrit ça dans les commentaires, puisque son nom d'utilisateur, c'est BAPT PLD. Donc, BAPT espace PLD.
Ah, ben oui, ben moi, s'il n'y a pas de voyelle, là, j'ai de la misère un peu. Blap, blip, blap, Ouais, blip. on s'en parlait l'autre fois quand on était, je pense, au truc de Gilles, hein, on, était là, on se faisait des mots sans voyelle. Comment qu'on le prononce? En tout cas, fait que lui, il mentionne justement que c'est un pilote allemand et qu'à l'origine, il pense qu'Audi voulait un pilote allemand. À l'origine, on avait rencontré Sainz, on voulait Sainz. Faut se rappeler le lien entre Mattia Binotto aussi et Carlos qui date Ouais, de Ferrari. Il y a aussi Carlos Sainz Senior qui a eu disputé des championnats avec Audi, qui a un lien ouais, étroit aussi avec l'entreprise allemande. Donc, c'est c'est pour vrai. ça que c'est pas complètement enlever quelqu'un qui est une tête d'affiche pour vendre des voitures. Les Saints en Allemagne sont reconnus aussi. Donc, ce côté-là, c'est pas. Je comprends l'appartenance qu'on peut avoir en Nico Hülkenberg. Je pense qu'on le fait bien du côté de la marque Audi. Mais il y a aussi un lien très fort. Là. C'est pas juste un pilote qu'on essaierait de développer une nouvelle relation. Quand même quelque chose entre les deux familles. L'autre chose, par contre, pourquoi je soulevais la question, c'est que moi-même, je m'interrogeais là-dessus. Comment tu vends ça? Nico Hülkenberg, je pense qu'il est très populaire. C'est un gars super gentil. Ouais. Comment tu vends ça au mécano, que tu le tasses? Il n'a pas vraiment fait rien de mal là, depuis le début de l'année. Il a été très malchanceux. En plus, quand on regarde, je pense que l'affrontement global avec, oui, c'est un pilote recru, avec Gabriel Bortoleto, il n'est plus le recru, là, mais je veux dire, c'est quand même un Non. pilote jeune. Quand on les met un à côté de l'autre, je pense que c'est 17-17 depuis le début de ce partenariat-là ou qu'on les a jumelés ensemble, 17-17 en qualification. Donc, on pourrait regarder ça et dire, ah, ben, le jeune fait très bien. On pourrait regarder ça et dire, ben, le vétéran, il est juste à égalité avec le jeune, c'est pas ça qu'on veut. Sauf qu'on peut pas dire non plus, c'est pas un Esteban Ocon qui est en train que Oliver Burman est en train de laver le plancher avec. Là. C'est pas ça qui Hmm. se passe présentement là, du côté d'Audi. Mais on dit résultat et les liens qu'il y a entre Binotto me faisaient soulever cette question-là, mais j'ai beaucoup de difficulté à voir comment tu peux emmener Sainz, tasser un gars populaire comme Hülkenberg, puis vendre à tous les mécanos, à tous ces ingénieurs, le gars qui croyait pas en nous, qui pensait qu'on irait nulle part, qui pensait que vous étiez pas assez bon pour lui faire une bonne voiture, ben c'est lui qui s'en vient. Moi, pour moi, peut-être que tu vas me dire t'es trop orgueilleux ou tu fixes sur les mauvaises places, mais j'aurais énormément de difficulté à vendre ce projet-là à une équipe. Oui, 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 c'est sûr. Puis, tu sais, ils sont en train de, ils ont comme bâti ça, on va dire, ensemble, si on veut, Ouais. malgré qu'ils partaient pas de rien, là. Ils étaient chez Stack Sauber. Sauf qu'il y a eu un bon résultat en plus, avant que ce soit Audi, son premier podium avec cette écurie-là, si on veut, là, avant Oui. qu'elle soit reprise. Donc, je donnerai encore mon vote de confiance à Nico Hülkenberg. Puis en même temps, je serais curieux de savoir le salaire respectif de ces deux-là. Qui coûte le moins cher entre les deux? Ah, Parce qu'il c'est y a toujours, Nico. c'est Ouais. ça. Fait qu'il y a Ouais. toujours l'aspect économique de ça. Est-ce que tu vas vraiment avoir une meilleure performance avec ta Audi de la part de Carlos Sainz versus Nico Hülkenberg? En même temps, comme tu dis, Bortoleto et Hülkenberg sont pas mal nez à nez. Mais Bortoleto, c'est vraiment pas un pichou, hein? Donc, Non, 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 c'est ça. c'est ça. Donc, honnêtement, là, puis, tu sais, je pense que les gens du garage, tu bâtis une relation, tu bâtis une chimie, je- ça va bien. Fait que si on est sur une bonne lancée, une pente ascendante, moi, on parlait de stabilité, c'était dans le temps qu'on parlait de Fred Vasseur avec Ferrari, tout ça. C'est un peu la même chose avec les pilotes aussi, là. Donc, c'est bon de garder une certaine stabilité. Si ça ne marchait pas du tout, bon, pourquoi pas, mais c'est pas le cas. Puis une des choses qu'on vantait le plus de Nico Hülkenberg chez Haas, c'est sa façon d'aider les ingénieurs à développer la voiture. On lui Mhm. accordait beaucoup de crédit, notamment avec un problème sur l'usure prématurée des pneus. On a travaillé ça chez Haas. Vous allez me dire que Haas n'est pas en train de faire grand-chose cette année, mais c'était une nouvelle réglementation. On avait quand même une belle évolution pour une écurie qui apportait pas beaucoup de mises à jour, puis tout ça. Hülkenberg, plus souvent qu'autrement, plaçait sa voiture Haas dans le top 10. On doit s'ennuyer un peu de ce vétéran-là du côté de l'écurie américaine. C'est pour ça que je crois que si Audi ou si Sainz venait à aller frapper à la porte d'Audi et qu'on prenait la décision d'aller avec lui, je pense quand même que Carlos Sainz est probablement un meilleur pilote à ce stade-ci de sa carrière. Opinion personnelle, je pense qu'il pourrait apporter beaucoup aussi vu l'expérience qu'il y a eu dans d'autres écuries d'usine. Mhm. Il y a plus d'années devant lui, là, Mais c'est je sûr. verrais quand même Hülkenberg retourner chez Haas pour remplacer Ocon. Je pense qu'on a apprécié beaucoup travailler avec lui. Je verrais pas Nico là, se faire sortir de la F1. Quand on parle de sortir de la F1, ben, il y a plusieurs années, on a décidé de sortir les V8. Et là, Mohamed Ben Hmm. Sulayem, pas une semaine ou pas une journée sans qu'il parle de V8. Et puis là, il a un peu précisé que c'est pas parce qu'on veut précipiter un changement de moteur. Donc, pour les gens qui pensent comme, dans un an ou 2 ans, on va complètement lancer la technologie aux poubelles, puis on va revenir vers une F1 plus brillante et une F1 plus puissante, mais avec des moteurs thermiques et non être moins dépendant de l'électricité.
À ce moment-là, Mohamed a référé qu'on veut juste préparer la nouvelle réglementation, donc 2030-2031. Il n'y a pas de projet de devancer ça, de dire on apporte des V8 plus vite parce qu'on n'aime pas ce qu'on a sous la main. Donc, on veut vraiment donner une chance à ces nouvelles technologies-là. On sait qu'on a déjà apporté des correctifs ou annoncé des correctifs pour 2027 et 2028. Et là, on a un peu renchéri là-dessus pour dire prenez ce qu'il y a devant vos yeux, là, puis habituez-vous avec ça. Nous autres aussi, nos ingénieurs vont commencer à un peu à apprivoiser cette nouvelle technologie-là, mais on s'en va pas nulle part. On va pas tasser ça du revers de la main. Oui, ben, en fait, c'est qu'il y a tellement d'argent qui a été investi là pour cette technologie-là que ce serait, on en a parlé quelques fois, ce serait plate pour ceux qui ont embarqué dans le jeu et dépensé de gros sous de changer ça maintenant. Sauf que les V8, ben moi, je trouve ça toujours alléchant. On aimerait mieux avoir des V10, mais il ne faut pas oublier que c'est pour servir à l'industrie. Beaucoup plus de V8 autour de nous sur la route que de V10. Ça, c'est certain. Donc, moi, ça me va qu'il en parle. Au moins, ça, on dirait qu'il veut comme nous annoncer. C'est correct qu'il nous annonce d'avance qu'on va peut-être avoir quelque chose qu'on aime, qu'on veut. Des moteurs peut-être avec une meilleure sonorité, du moins, là. Mhm. Plus spectaculaire un peu. On en a parlé après le Grand Prix de Montréal. Toutes les voitures avaient des sons différents, mais moi, j'étais moins impressionné quand même par le volume de ça. J'avais été plus frappé par une Formule Atlantique à Trois-Rivières quand j'étais jeune, parce que je trouvais que ça pétait plus. Oui. Donc, tout ça pour dire que c'est correct qu'il parle de ça. De toute façon, c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas grand-chose à dire ces temps-ci. Donc, il a décidé d'arriver avec ça, nous garder un peu en haleine sur les moteurs V8 qui s'en Oui. viendraient. Moi, j'ai hâte que ça arrive. J'espère que ça va arriver. Mais c'est sûr que parlons affaires, parlons argent, faut justifier le fait qu'il y a beaucoup de gros sous qui ont été investis. Puis il faut aussi que ça serve aux voitures de route. La technologie hybride, c'est bon, l'électrification, tout ça. Euh, donc, prenons le temps, là, justifions cette réglementation-là, puis après ça, on parlera de V8, là, puis j'ai bien hâte de les voir arriver si c'est bien le cas. Puis le but derrière ça, ça va faire vraiment plaisir à Simon Bachin, notre collaborateur, c'est Mhm. d'enlever le nom groupe motopropulseur et sauver du Ah poids. On oui, arrête là, on est juste à un moteur. Mais c'est parlant de vrai. Simon Bachin, on passe à son Grand Prix préféré de l'année, la journée de vendredi en Hongrie, au Hungaroring. Eh bien oui, c'est ce dimanche qu'aura lieu la 11e ronde déjà. Hein, ça va vite, ça va vite. La 11e Ouais. ronde du championnat du monde 2026. Puis je sais qu'on devrait avoir plus de rondes déjà de faites à la saison, mais je sais pas, je trouve que ça va vite quand même. Et pour une 41e fois, ça se passe du côté de la Hongrie sur le Hungaroring, un tracé de 4,381 km, 14 virages, 6 à gauche, 8 à droite. Là, je suis certain. Quatre Mhm. zones ligne droite. Ça, je suis surpris qu'on a réussi à trouver quatre zones Ouais, moi aussi. de Ah, quatre c'est lignes cool, droites hein? en Hongrie. Là. Bravo à la Il FIA y et en a la une qui F1. est courbée, je te dirais. Oui, ça est dangereuse celle-là. Mais on a quand même Oui, tout trouvé à fait. quatre endroits où les pilotes pourront se débarrasser de cet appui inutile en ligne droite et aller gagner plus de vitesse pour compléter 70 tours dimanche lors du Grand Prix. Les gommes par Pirelli C3, C4 et C5, ce sont les plus dures. Donc, la gomme tendre et la C5. Et ça, c'est les plus durs de la charte. On a décidé d'emmener ça. Il faut croire qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas cette année, mais que Pirelli ne veut pas que ça arrive. C'est sûr qu'il y a un stress sur les pneus. Bon, ça Mhm. tourne beaucoup là, en gare au ring. Ça porte bien son nom. Mais j'aurais aimé quand même que peut-être qu'on lance une balle courbe pour aller chercher des différentes stratégies. On pense qu'on a réussi à le faire pareil, puis qu'on pourrait avoir certains pilotes qui tenteraient 3 arrêts, un seul arrêt, peut-être 2. J'espère que ça ne sera pas juste beau dans la théorie, mais que ça va se transposer aussi dans le côté, dans la réalité. Donc, on va vraiment voir plusieurs possibilités chez les arrêts, parce que depuis le début de la Mhm. saison, François, on voit souvent, hein, au départ, tout le monde est sur la même gomme. Il y a vraiment Ouais. pas. Il y a une recette. Il arrive des fois qu'il y en a un ou deux qui se mettent des pneus tendres là, Des pour Mercedes ou essayer de tenter quelque chose. Des des Aston Martin, Cadillacs. dans le fond. Ouais, des Ouais, c'est Cadillacs et ça. des Aston, c'est ça. Mais Mais selon les arrêts, écoute, comme on disait que c'est difficile à dépasser, mais quelqu'un qui va étirer un relais, exemple en fin de semaine, avec sa gomme, sous prétexte que ça serait difficile de passer, la personne en arrière a simplement économisé un peu plus d'énergie sans trop se forcer et le déployer, puis là, on va voir des dépassements faciles. Donc, je pense pas que c'est quelque chose qui va arriver en fin de semaine, là, on va dire des petits trains de voiture bloqués par une qui est plus lente avec des pneus usés. non, parce que déjà, pendant les séances de célib, c'est une des séances
relevés, en fait, dépassement, là, la EL3 qui vient de se terminer. On a vu justement qu'on tentait ces petits dépassements-là. On a aussi vu qu'on travaillait sur les gommes tendres dans des longs relais, des relais de course. Donc, ça veut dire qu'on envisage peut-être l'utiliser. Ça pourrait donner un bon spectacle de dire, ah, ben, les positions sont tellement difficiles à gagner que si on fait un compromis de s'élancer avec les gommes à bande rouge, puis d'avoir un meilleur départ de la boîte, être capable peut-être de gagner quelques positions au départ, puis après ça, ben, commencer à travailler justement sur son positionnement en piste. C'est une autre stratégie à regarder. Je te dis pas que ça va être fait par les premiers à l'avant, mais quelqu'un qui veut peut-être se sortir un petit peu d'un pétrin, d'une mauvaise qualification, pourrait être tenté d'envisager ça. Du moins, ça serait quand même le fun, parce que pour le spectacle, quand on voit différentes stratégies, ça ajoute à ça. Puis le spectacle, parlons-en. J'ai été critique parfois vers la Hongrie. Je veux juste faire attention que j'apprécie l'endroit. Je suis quand même conscient du spectacle qu'on a eu. On a eu des très, très bonnes courses à travers le temps. C'est juste que lorsque tu te présentes sur un circuit, puis la première chose qu'on répète, c'est ah, c'est pas évident à dépasser. C'est toujours quelque chose qui me semble un peu invraisemblable quand tu sais que tu as 22 voitures qui veulent gagner l'épreuve, de dire oui, ça va être le fun, mais vous allez avoir de la misère à vous dépasser. Mais en qualification, par contre, la vue à l'intérieur de la voiture, c'est un des circuits les plus impressionnants, les plus spectaculaires à regarder. Parce que l'enchaînement de virages, tu en parlais tantôt, la petite piste de go-kart ou la piste de go-kart en Formule 1, c'est très technique, ce circuit-là. Il faut travailler très, très fort. C'est un circuit difficile, celui de la Hongrie. Oui, ben c'est un des circuits. Ben, comment je vais le dire? Il faut être toujours concentré, mais c'est un de ceux où tu n'as comme pas de temps de repos. Tu sais, tu pourrais profiter d'une certaine ligne droite, mettons à Bakou ou même à Spa, puis relaxer. Je vais dire relaxer, là, je fais des guillemets encore, là, on ne relaxe pas dans une course de F1, Je mais comprends, tu ouais. sais, bon, tout est tellement rapide. Et on parle d'enchaînement de virages. Moi, mon enchaînement favori dans ce circuit-là, c'est vraiment le 1, 2, 3 et 4. Donc, ceux qui auraient le circuit devant eux, le 2, c'est un grand virage à gauche, un peu en devers. Puis Esteban Ocon expliquait un peu le circuit, parce qu'ils l'ont interviewé lui, compte tenu qu'il avait déjà remporté cette victoire là-bas. Donc, il expliquait que c'est un circuit où tu ne peux pas vraiment te permettre d'être. Il faut toujours que tu sois focus à 100%. C'est très difficile. Donc, oui, très technique comme circuit. Puis, c'est facile justement de faire une erreur et de perdre des positions, là. Donc, j'encourage les gens à aller voir le tracé un peu, mais vraiment, là, des fois, on peut arriver à 2 de large au virage 2. J'ai déjà vu ça des fois, là. Donc, si tu as l'extérieur là, ben, tu as l'intérieur pour l'autre virage, tu es capable de tenir. Il y a quand même de quoi, tu sais, il y a de l'action là-bas, puis c'est beau à voir la vitesse, justement. On aime ça, tu aimes toujours ça, voir les qualifs avec l'appui. Beaucoup de virages, des chicanes. Il y a vraiment façon de faire des erreurs là-bas. Puis j'aime aussi le dernier virage qui est très long, là. C'est facile de perdre l'auto, là, de perdre le contrôle. Donc, c'est très court, par contre, de la ligne de départ, là, on va dire du départ jusqu'au premier virage. Ça se pourrait qu'on ait une autre boule de quai. Je pense que c'est Valérie Bottas, à un moment donné, Oui. qui avait rentré dans tout le monde. Donc, je ne serais pas surpris de voir des accidents arriver là, au premier virage, mais la distance entre le départ et le premier virage est extrêmement courte. Je ne sais pas si c'est la plus courte du calendrier. Mettons si on enlève peut-être Monaco, là, mais je serais curieux de revoir ça. Mais ça va vite là-bas. Là, tu n'as vraiment pas le temps de te reposer. C'est une des plus courtes. Définitivement une des plus courtes. Mhm. Est-ce que c'est la plus courte? Écoute, Non, je fais la 460 recherche. 476 mètres, c'est dans les plus courtes, mais ce n'est pas la plus courte. De mémoire, il me OK. semble il y en a que c'est 300. Bakou, c'est pas long, là. Bakou, ça tourne tout de suite. Non, Bakou, c'est vrai. C'est que la Ouais. ligne droite est longue, mais ils partent vraiment près. Tu sais, mais Après, moi, j'ai toujours l'impression. Singapour aussi, Ouais, tourne ouais, j'ai vite. toujours l'impression Hungaroring, moi. Ah, c'est vrai, quand on y pense, mais j'ai toujours l'impression que tu sais, ça arrive tout de suite. Tu sais, on en prendrait plus long des fois de ligne de départ. Oui, parce que tu as raison, c'est là. Des fois, on manque de terrain, on a l'impression qu'il y a un dépassement qui va se faire, puis finalement, on doit freiner, puis là, il y en a qui, comme tu dis, vont plus téméraires, vont Mm. rester à l'extérieur. Mais c'est le genre de circuit, tu fais bien de dire, le genre de circuit que je pourrais apprécier aussi pour les qualifications parce que ça récompense le risque. Ça récompense beaucoup les Ouais. pilotes qui sont prêts, justement, qui sont tous en confiance, puis qui sont prêts, justement, à disputer des virages sur vraiment la limite de la voiture, la limite des gommes pour être capable de compléter le tour le plus rapide. Pour prouver ce point-là, on l'a vu aujourd'hui, des pilotes perdent le contrôle dans le dernier virage, notamment Franco Colapinto, qui allait très bien ces Mhm. temps-ci, mais perdent un peu le contrôle à la fin pour aucune vraiment de raison. Là. C'est dur de dire, ah, c'est une erreur de pilotage, oh, il arrivait trop vite, faisait ça. C'est juste que les pneus ne tiennent plus.
Tu as l'impression que tu as l'adhérence. Moi, c'est ce que je déteste le plus là, en course quand on fait bien sûr, dans des simulateurs. Tu vas Mhm. comprendre ce que je veux dire, c'est que ça arrête d'un coup. Tu penses que tu as des pneus, puis tout d'un coup, tu n'en as plus. Ouais. Le temps que tu t'en rendes compte qu'il est trop tard, je dirais que c'est peut-être un problème aussi. C'est peut-être relié à ma conduite, mais je veux dire, c'est un peu ce qui est arrivé à Franco Colapinto aujourd'hui dans les essais libres. De dire, tu essaies de faire un temps rapide, un temps compétitif, les enchaînements se font bien, l'adhérence est là, puis tout d'un coup, tu arrives, puis tu te rends compte au dernier moment ou au moment trop tard, une fois trop tard, qu'il n'y a plus rien en dessous de toi, puis que tu n'en as plus d'adhérence, puis les pneus sont finis, puis là, il y a eu un dérapage, puis ça a causé un drapeau rouge. Mm. Tu comprends la sensation que je veux dire, hein, François? Ouais, disons que ça arrive souvent, mettons, dans nos courses de simulateurs, que ça tient, puis là, après un certain pourcentage d'usure, c'est là que, puis ça va être souvent ton pneu avant gauche, ton pneu avant droit, là, c'est certain que c'est Ouais. un de ces deux-là en temps normal. Il tient plus du tout, puis là, tu arrives à un virage, puis le tour d'avant, tu étais capable de le prendre à une certaine vitesse, et là, celui-là, on oublie ça, c'est sous virage et on perd, voire peut-être une demi-seconde des fois, ou bien dans le cas présent, parce que c'est pas toutes les voitures qui usent pareil. Ça peut être les pneus arrière aussi qui s'usent plus vite. Que ça, c'est un virage. C'est quand même un circuit où les pneus sont extrêmement taxés. Il expliquait aussi au compte que l'asphalte est très chaude là-bas. Donc, c'est pas long que tu peux passer à travers tes pneus. Ben, que tu perds de l'arrière parce que tes pneus n'ont plus de traction du tout. Donc, ouais, je comprends très bien le sentiment pour ça. Quand on regarde justement être compétitif sur un tour complet, beaucoup de virages, on pense tout de suite, à Ferrari depuis le début de la saison qui semble Oui. avoir de la difficulté avec la puissance. C'est un endroit où ça s'annule un peu. 53% d'un tour en Hongrie, bien sûr avec l'ancienne réglementation, on ne le sait pas pour cette saison, mais normalement, c'est 53% d'un tour qui se déroule à plein régime. Ça, c'est des bonnes nouvelles lorsque tu as supposément un déficit au niveau de la performance moteur. Ça veut dire que tu reposes plus sur la qualité du châssis, sur la qualité de l'aérodynamisme. Et ça, Ferrari, depuis le début de la saison, on n'a pas vraiment trouvé la façon de nous le prouver, hors de tout doute qu'on avait le meilleur châssis, mais on s'en doute. Il y a quelques endroits, bien sûr, victoire de Lewis Hamilton à Barcelone, victoire de Charles Leclerc à Silverstone. On arrive à un endroit où ce qu'on retire les lignes droites, où ce qu'on on en a une ligne droite, là, mais où ce qu'on a beaucoup Mhm. de virages. Donc, puis en plus, on ajoute à ça le facteur Lewis Hamilton. Il n'y a personne qui a gagné plus souvent que lui. 8 victoires, 9 pole positions déjà, pourrait devenir le premier pilote de l'histoire à signer 10 poles au même endroit. Ça, c'est assez Oh. incroyable quand on pense à ça. Là. 10 pole positions. Puis il manque 13 tours à la tête. Là. 13 Mhm. tours où il mène l'épreuve pour atteindre 500 tours en Ouais. tête en Hongrie. On remet C'est ça là, comme ça. Là. c'est impressionnant. Ouais, il y a 500 tours d'épreuve lors des Grands Prix d'Hongrie que c'était Lewis Hamilton qui était en tête. C'est dur de dire que c'est pas lui qui est favori pour le week-end. Il y a ça. La Ferrari, on le sait qu'elle est bonne, justement, parce que c'est comme d'un commun accord du monde dans les paddocks que la Ferrari a de l'appui aérodynamique. Donc, on le voit. Je pense que c'est un circuit qui va bien s'y prêter. Tu te rappelleras aussi qu'on l'a dit tout à l'heure, Lewis Hamilton, le seul pilote à être parti seul de la grille de départ. Donc, c'est sûr qu'il a mené. Il y avait, je sais même pas, il avait même pas probablement pas mené le premier tour parce qu'il s'était arrêté immédiatement après, là, à moins que son box ait été après la ligne de départ arrivée. Oh, petite anecdote. Oui, Cela c'est dit, ça. oui, ben, là, c'est de savoir entre lui et Charles Leclerc, mettons, si la Ferrari est l'auto-dominante là, en fin de semaine, si lequel de lui ou Charles Leclerc va sortir au-dessus. J'ai l'impression qu'à date, c'est Hamilton qui a le dessus sur Charles Leclerc, même si Charles Leclerc peut arriver et faire un tour banzai, comme on dit. Mais là, on pense à Kimi Antonelli qui livre la marchandise depuis le début de l'année, crée des surprises. On a fait des petites prédictions la dernière semaine, Martin, puis souvent, on était quand même un peu scotché de voir aussi ce que McLaren faisait, puis on ne sait jamais aussi Verstappen peut sortir un lapin de son chapeau. Donc, en fin de semaine, moi, je vais dire Ferrari, c'est mes favoris. Sauf que je mettrais pas de l'argent là-dessus. Non, on ne mettra pas de l'argent là-dessus. Bien sûr, la journée de vendredi, on ne pouvait pas faire vraiment mieux. Leclerc a été le plus vite dans la séance du matin. La séance plus représentative, celle de l'après-midi, c'est Lewis Hamilton. On avait une demi-seconde sur les autres, quand même, sur les plus proches poursuivants, une demi-seconde C'est pour vrai. les Ferrari. Très exactement, moins un Oui, millième. fait que déjà là, ça peut sembler inquiétant. Sauf que c'est pas l'écurie qui fait le plus de progrès normalement dans la journée de vendredi à samedi.
Normalement, Ferrari, il y a quelque chose qui se passe à un moment donné, c'est moins pire que les autres années, mais on reste pas mal au même niveau, puis les autres s'améliorent. Notamment, McLaren trouve toujours un petit quelque chose, même si c'est pas comme dans les dernières saisons. Mercedes, j'ose croire qu'on peut faire mieux parce qu'on l'a vu à Spa, là, on était quand même une voiture très balancée. On n'avait pas aucun des meilleurs secteurs dans le cas d'Antonelli sur la pole. On n'avait pas le secteur 1, pas le secteur 2, pas le secteur 3, mais on avait la meilleure balance sur un tour au complet. Ça veut dire qu'on n'était pas si mauvais que ça dans le secteur 2 où il y avait énormément de virages. J'ai l'impression on devrait être proche de Ferrari en fin de semaine, pareil, même si je donne le petit avantage à la Scuderia, j'ai quand même l'impression qu'il ne faut pas compter. C'est pas comme si Mercedes partait avec un handicap. Et Red Bull m'a surpris à Spa aussi d'être aussi compétitif dans le secteur 2, un endroit où ce qu'on nous avait habitué dans les dernières années. On se rappelle, hein, Verstappen qui disait bah, enlève-moi l'appui, Mhm. je vais m'arranger dans le secteur 2, mais je vais tellement flyer pour utiliser le Ouais, terme tellement ouais, flyer c'est dans la bon. ligne droite que vous ne pourrez pas me rejoindre. C'était un peu ce qu'il faisait, mais c'est pas la stratégie qu'on a optée cette année du côté de Red Bull. Ça veut dire qu'on avait confiance, qu'on était capable d'être compétitif dans le secteur où il y avait plus de virages. Donc, je te dirais que c'est encourageant pour la Hongrie aussi. Puis quand tu as un gars comme Verstappen qui fait bien aussi sur ces circuits-là de virages rapides, si on lui Mhm. donne la voiture pour être capable d'attaquer les vibreurs à certains endroits, comme tu dis, il ne faut pas le compter pour battu non plus, le Verstappen. Non, mais c'est le meilleur pilote de la grille, donc on sait qu'il est capable de tirer le maximum d'une voiture qui va peut-être être à peine inférieure. Tu sais, la Red Bull n'est pas non plus larguée, là, c'est une bonne Non, non. voiture. Donc, Verstappen, c'est le plus redoutable. C'est un pilote avec une extrême précision. Donc, c'est pour ça que même s'il est dans la deuxième, troisième, voire des fois quatrième voiture la plus rapide, euh, il n'y a rien qui l'empêche de décrocher une pole, là. Il y a tellement de façons de faire des erreurs rapidement. Puis, tu sais, je regardais, comme tu dis, les résultats de la FP3. Euh, Antonelli est 13e là-dedans, mais je pense pas que ce soit représentatif vraiment de où est-ce qu'il se trouve là. Donc, En médium aussi, il n'a même pas mis les c'est gommes ça. 30. Fait que Ouais. lui, ce qu'il fait, il sait que l'auto est bonne. Il a confiance en ses moyens. Il essaie des relais plus longs avec une gomme un peu plus molle et on va voir un peu où ça nous mène. Donc, il prépare vraiment sa fin de semaine de course et c'est à ça que ça sert normalement à la pratique surtout. Donc, content de voir que les Ferrari sont là, mais je pense qu'on va avoir le jour de la qualif, là, on va avoir un beau méli-mélo. Je pense qu'on va avoir un bon petit mélange, là, les quatre écuries dominantes. Là. Ça risque d'être impressionnant. Puis, qui sait, là, il y a du monde qui s'invite là, dans le top 8 des fois, là, des Racing Bulls, des affaires comme ça. Donc, ça risque d'être intéressant de voir c'est qui va être le plus solide, le plus précis dans son pilotage dans la qualif en Hongrie. Parler d'Antonelli, je pense que c'est important aussi de mentionner qu'il avait laissé sa place à Frédéric Vesti dans la première séance de ses libres. Même chose pour Oscar Piastri, qui avait laissé sa place à Leonardo Fornaroli, un très bon pilote, on le sait, pilote Oui. McLaren. Oliver Burman aussi, qui avait laissé sa place, Valtteri Bottas et Franco Colapinto. Donc, tous ceux-là étaient en rattrapage un peu dans la deuxième séance. Il faut aussi mentionner que ça n'a pas commencé comme on voulait du côté d'Aston Martin, parce qu'on le sait, on apporte des nouvelles améliorations. On vous en parlait dans notre une partie de la trajectoire technique qu'on avait devancée dans l'actualité, c'était tellement un gros amélioration, une grosse séquence de mise à jour pour eux qu'on apportait. Donc, Lance Stroll qui démarre, s'en va sur la piste, finalement, sa suspension a cédé, elle a tombé, ben, elle a tombé, Mm. la voiture s'est affaissée. Puis là, depuis ce temps-là, ben, plus de pratique. Pas de deuxième séance d'essai libre pour Stroll. Donc, il part vraiment à reculons. Et puis là, Aston, on est en grosse enquête parce que ça s'est passé à l'arrière, puis on a apporté des améliorations. On le disait tantôt, une nouvelle suspension arrière. Donc là, on était un peu inquiet. On dit qu'on pouvait envoyer Fernando Alonso, qu'il n'y avait pas un risque, que ce n'est pas des éléments de la suspension qu'on a changé, mais c'est autour de ça. On a pu apercevoir aussi que sur la voiture de Fernando, on a mis des capteurs de chaleur. Donc, est-ce qu'on a peur qu'on a changé un peu ou ce qu'on envoie justement, soit les gaz d'échappement ou de la chaleur qui se dégage à l'arrêt de la voiture, que maintenant on envoie ça sur les nouveaux bras de suspension ou aux alentours de ça, puis qu'on ne peut pas résister à cette chaleur-là avec les matériaux qu'on a utilisés. On sait qu'on veut abaisser le poids de la Ouais. voiture. Là, je lance tout ça en l'air parce qu'on est à l'étape de l'enquête ou à l'étape de l'investigation pour achaler notre ami Philippe Leblanc qui n'aime pas ce mot-là. Ouais, non, c'est ça. Seigneur. Puis qu'on est en train de voir ce qui aurait pu impacter
Et mené à ça, je continue Ah, d'affaler notre Seigneur! ami Philippe. Je vais y envoyer. Je vais Oui, y juste cette envoyer. séquence-là de mots qu'il n'aime pas. Ouais, ouais. Donc, tout ça pour dire, on est en train de regarder s'il n'y a pas eu un problème aux alentours de ça. Mais c'est quand même quelque chose d'inquiétant et c'est pas les débuts escomptés. Heureusement, ça va bien pour Fernando Alonso, mais ça va pas bien sur la voiture de Stroll, assez pour avoir AJ Newey qui tourne alentour. Mais Lawrence Stroll qui vient faire un tour dans les garages pour regarder, c'est quoi qui se passe avec la voiture de mon gars? Ben, il veut que son gars il court, hein. Je veux dire, il n'a Ben pas été oui. là de la FP2. Ouais, c'est FP2, j'ai dit FP3 tantôt, mais c'est FP2. Mais il n'y a pas ça, absent. Puis ça reste que c'est normal que Lawrence Stroll se pointe parce que c'est le projet, c'est un projet familial, l'écurie Aston La Martin. voiture Donc, B en plus, qu'on ouais, entend ouais, c'est parler, ça, là. qui tourne Tu pas. sais, Ouais. c'était censé bien rouler en fin de semaine, donc ça ne m'étonne pas que le patriarche se soit pointé le nez. Parlant des trajectoires techniques présentées par nos amis de service d'outils FGL, il y a aussi McLaren qui amène quelque chose de gros. On a ici encore un aileron arrière qu'on travaille depuis un certain temps. On la met, on l'enlève, on la met, on l'enlève. Là, on l'a enlevé dans la fin des séances de célite. Donc, dur à dire si on va vraiment l'utiliser là ou du côté de Zandvoort ou si on va finir par l'utiliser un jour parce que ça semble causer des problèmes. Nouveau plancher, c'est ce qu'on compte le plus du côté de l'écurie Orange Papa. On pense que le nouveau plancher pourrait aider à rendre la voiture un peu plus stable, développer plus de vitesse, avoir plus d'appui. Le reste, les améliorations qu'on regarde pour le reste du peloton, il y en a beaucoup que c'est spécifique au circuit. Celle qui retient un peu plus notre attention, eh bien, c'est la nouvelle version de la Macarena Wing. On lui a même donné un nom chez Ferrari. L'as-tu vu le nom? C'est la Le Castello, ouais. Oui, le Castello Wing, qui veut dire, je pense, c'est château, quelque chose comme Ouais, ça. ça veut dire château, oui. Château, Je donc bois, je bois beaucoup de vin italien, donc oui, je sais. Tu sais, ça veut dire, c'est ça. Castello Wing, donc la nouvelle aileron de Ferrari, c'est elle est en 3 segments. On dit qu'elle est capable de générer beaucoup d'appui, mais garde aussi cette caractéristique que lorsqu'elle fait son pivot 180 degrés, on est capable de relâcher énormément de traînées. Donc, on a le meilleur des deux mondes avec ça du côté de Ferrari. Ce qui va sembler de la science-fiction pour nos amis de chez Red Bull qui ne comprennent pas encore comment on peut faire travailler la Macarena Wing et ne pas envoyer notre pilote vedette dans la clôture plus souvent qu'autrement. Donc, c'est le côté on va essayer d'observer un peu. Eux autres sont rendus à la 2e génération. Nous, on peut même plus utiliser la 1re génération parce qu'on n'est pas certain de ce qu'elle fait vraiment. Ça, c'est un autre dossier. Mais du côté de Racing Bulls, je pense que c'est bon de donner une petite mise à jour aussi sur le fait qu'il y avait eu un concours entre les deux pilotes. Ça t'avait Oui, amusé? oui, oui. J'avais amusé Ah, par beaucoup. ça. Fait Très, que très Liam ludique. Lawson a eu la même voiture que Arvid Lindblad. Donc, ça a duré seulement Bouh! Non, l'instant. Ça c'est dure pas vrai. simplement l'instant de un Grand Prix. Mais maintenant, les deux ont la même voiture. Donc, c'est ce qui conclut pas mal le côté trajectoire technique pour les mises à jour du week-end. On le disait, Lewis Hamilton, beaucoup de succès sur ce tracé-là, pourrait battre des records. Tu sais, moi, je regarde ça, la, la, la séquence de ces pilotes-là, on regarde victoire d'Hamilton, la première, je pense, sur le circuit, c'était en 2007 de mémoire. Ça se 2007, peut, ben, il n'était pas justement recru en 2007, ouais, c'est Lewis son Hamilton. année recrue. Puis quand je Ouais. regarde aussi, Fernando Alonso a gagné une fois en Hongrie. Mais ce que je trouve fascinant, c'est que c'était en 2003. Il est encore Ouais. là. Sur Renault. Ouais, c'est Ouais. vrai. Je Tu sais, les ai tous devant moi maintenant, les ouais. vainqueurs. Non, mais quand on regarde ça, là, c'est ça qui est fou. Tu sais, c'est un endroit, Mm. normalement, on a quelques pilotes qui ont gagné. Le Piastri a déjà gagné. Non, Là, ouais, ça, puis c'était controversé un peu, là. Lando oui. Norris devait lui redonner la Ouais. position. Il fait partie Euh, de ceux qui ont eu leur première victoire, parce que de ouais, mémoire, c'était sa première victoire. ouais. Donc, c'est toutes des circonstances qui arrivent. Mais ce qui me fascine, c'est de voir Alonso 2003. Le gars est encore sur la grille. C'est complètement fou. On est en 2026, François. Puis on a Ouais, ben encore Alonso, Fernando en plus, Alonso. en 2003, c'était pas sa première année. Donc, Non, c'est ça. Fait qu'il avait déjà commencé bien avancé chez Minardi. Fernando Alonso l'a dit qu'il se sentait frais et en forme. Donc, j'ai l'impression qu'on va encore peut-être le voir. Il se sent rapide, en forme, motivé. J'ai l'impression que si ça va bien un peu chez Aston, on va voir Fernando Alonso encore, peut-être pour un. Je vais dire, regarde, je vais me lancer, je vais me mouiller, je vais dire 3 ans encore à F1. je pense que 3 saisons. la chose la plus importante là, dans le cas de Fernando Alonso, c'est de le Mhm. garder motivé. Ouais. C'est là qu'il lui donner des résultats. Puis c'est pas. Tu sais, il y a des pilotes, s'ils n'ont pas la voiture la plus rapide, ben, ils vont devenir un peu plus désintéressés. Ils vont pas chercher à faire la différence. Fernando, là, donne-lui une voiture qui est membre du top 10, là, il va Mhm. faire quelque chose avec ça. Il va être content, il va se présenter avec le sourire, il va continuer de trouver des façons d'aller plus vite.
de prendre plus de risques. C'est ça qu'il y a de besoin présentement, là. On le sait, ça Mhm. n'arrivera pas en fin de semaine parce que c'est bien beau faire de la magie, mais il y a des limites, on part trop de loin. Mais juste lui donner cette lueur d'espoir-là que c'est possible qu'il va retrouver un semblant de performance avec les nouvelles voitures, puis peut-être commencer aussi à apprivoiser la nouvelle technologie. C'est surtout là-dessus là, qu'on mise en fin de semaine. Mais je trouve ça fascinant. Je trouve ça fascinant de voir à l'âge qui est rendu, qui est Ah, encore. c'est impressionnant. Puis surtout, je pense que je suis confiant que si Fernando Alonso avait une voiture performante, il serait, il serait à l'avant du peloton là, Oui. avec les autres. Là. C'est sûr et certain. De toute façon, on le sait. Je pensais à ça tout à l'heure. Fernando Alonso, c'est comme le pilote un peu le plus malchanceux, je fais encore des guillemets. Tu Ouais. sais, dans ses choix de carrière, il, il commande beaucoup plus d'accolades que ce qu'il en a en ce moment. Mhm. Ah, ben, en passant, Jacques Villeneuve a gagné 2 fois le Grand Prix de Oui. Hongrie. 96-97, Ouais. ouais. En 97, Damon Hill menait et au dernier tour, là, son auto lui avait. Il menait avec une Arrows, si je me rappelle bien, une voiture de fond de peloton, là, de milieu de fond de Ouais. grille, puis Damon Hill avait fait un miracle, mais son auto l'avait lâché, puis Villeneuve avait gagné. Donc, c'est à revisiter ça avec. Donc, il s'en passe souvent des petites affaires comme ça au Grand Prix d'Hongrie. C'est pour ça que Simon, il l'apprécie autant, ce Grand Prix-là. Il y en a des faits saillants là-bas. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer en fin de semaine, mais peut-être on va avoir une nouveauté. Peut-être une Aston Martin va gagner la course. Va pas trop loin, là. Non, non, Va pas je trop- m'excuse. Mais ça prendrait. Il y a des possibilités de pluie, je m'en allais en parler, mais là, Oui, ça c'est vrai. prendrait pas mal de pluie pour Ah qu'il y ait là, Aston ça gagne. serait Ouais. le fun là, Ouais. qu'il y ait la pluie parce que justement, Ruth en parlait en entrevue, que il n'y a pas vraiment il y a pas eu de course vraiment sous la pluie depuis la nouvelle réglementation. Donc, je me Non, rappelle il y en pas a s'il y a pas. eu Il y en a pas eu. c'est Il ça, y a il eu n'y a des rien là. essais. Fait que, Il y a eu des essais privés de Ferrari. Il y a Red Bull qui a roulé sous la pluie c'était à Barcelone Mhm. ou à Bahreïn. Ça fait toujours rire de la pluie à Bahreïn. Je pense que c'était à Bahreïn. C'est les seuls qui avaient emmené des pneus de pluie de mémoire. Oui, il y avait eu de la pluie dans le désert. Ça a pas dû durer longtemps. Mhm. Mais c'est ça. C'est à peu près les seules écuries qui ont roulé un peu. On pense que Ferrari a un avantage parce qu'on a participé à des journées privées avec Pirelli. Il y en a d'autres qui disent ah non, c'est pas vraiment un facteur. Ben, Sauf que Ferrari a un gros avantage parce qu'il joue cochon. Étais-tu au courant un peu comment dire, des petits jeux mentaux, on va dire de l'intimidation que Ferrari fait à l'égard des autres équipes en ce moment? ouais, ben Non? vas-y. Ben, en fait, c'est que, puis ça, on m'a envoyé une photo, là, j'ai des preuves. Léo Leclerc, le petit chien de Charles Leclerc, aurait fait ses besoins devant les stands de chez Red Bull. Donc, Ah ouais! ouais, ouais, ouais. Ah, la guerre est Donc, partie. La guerre est c'est partie. ça. Euh, Donc, comment dire en québécois, la marre de pogner. Donc, Ferrari arrive là avec un petit avantage au niveau mental là, en essayant de boulier ses adversaires. Donc, je ne serais pas surpris là, qu'il y ait beaucoup de brasses camarades Ah, ben, dans il les a coins. envoyé, pour les gens qui n'ont pas vu Léo, là, c'est le chien de garde. C'est tout un chien de garde. Faites attention à Léo Seigneur. Leclerc. Ouais. Ouais, ça aurait pu passer inaperçu, je pense, là, Oui, je pour pense une noisette ou deux. Là, puis vraiment. Mademoiselle Saint-Mieux est là, puis elle trouve ça bien drôle. Là, donc, Il Charles Leclerc, je appelle pense qu'il prend une photo. C'était bien, un chien c'était qui bien doit correct. faire les besoins de la grosseur d'un lapin, là. C'est à peu près ça. Ah, Il a c'est ça, besoin c'est de lapin, là. minuscule. C'est Là. pas la Ouais. grosse affaire. Bon, ben, assez parlé de besoins. Parlons de, oui, Hamilton était plus rapide. Charles Leclerc était deuxième, on l'a dit. À une demi-seconde, on retrouvait les McLaren, celle de Lando Norris. Max Verstappen, de son côté, lui, c'était 6, bon, pas mal plus, 7 dixièmes, Ouais, moins dans le coin, là. 6,92, qui était là, suivi de George Russell, quasiment à une seconde des Ferrari. Il y a quelque chose qui Ouais, cloche. mais il est en avant de son coéquipier. Au moins, ouais, ben c'est ça. Il faut jamais prendre le verre à moitié plein hein, ou à moitié vide du Ouais. côté de Russell. Il y a toujours quelque chose. Il pourrait dire, ben, j'ai été la meilleure Mercedes pour une fois depuis longtemps, sauf que tu es encore à une seconde des voitures Ouais. rouges. Tu es derrière une Red Bull, puis tu es aussi derrière une McLaren, donc t'es pas l'idéal pour George Russell. Isaac Hadjar, qui se retrouve lui aussi une seconde, très loin derrière Verstappen, mais faut quand même expliquer les circonstances qu'on travaillait depuis Spa, qu'on travaille avec Adjar sur les longs relais, travailler des choses différentes. On préparait surtout sur la préparation des pneus. On regardait ce qu'on peut faire aussi pour le mode long relais, les séquences avec les pneus, comment on peut gérer notre course pour avoir la meilleure stratégie. Ça, c'est la preuve qu'on a confiance en Isaac Adjar. On pouvait pas faire ça dans les dernières années, puis on pouvait même pas faire ça avec Sergio Perez, lui faire pratiquer ou lui faire tourner des tours pour essayer d'aller accumuler des données qui pourraient servir sur Max Verstappen, des styles bien différents les deux. Puis en plus, Mhm. Sergio avait pas de succès dans
dans des endroits où ce que Verstappen en connaissait beaucoup. C'était pas un gars qui était très rapide en virage. Donc, d'avoir un gars comme Hadjar, aussi qui a un style qui se colle un peu plus à celui de Max, je trouve ça intéressant que Red Bull a ce luxe-là maintenant d'utiliser des données qui ont été accumulées par le deuxième pilote, si on veut là, absolument leur donner des numéros, par le pilote numéro 2, mais qu'on peut s'en servir aussi pour Max. Oui, c'est vrai. Ben, Isaac Hadjar, c'est un vent de fraîcheur hein, chez Red Bull parce que, il est très solide. Puis moi, je trouve ça intéressant parce que c'est vrai, ça fait des années qu'on ne peut pas vraiment compter sur le deuxième pilote. On ne met jamais les évolutions là. Lui, il participe activement au succès de l'écurie. Donc, je comprends qu'on mette notre confiance en lui. Puis c'est quelqu'un qui, même s'il est très jeune, semble avoir un excellent ressenti, un bon bagage, puis être capable de faire un retour technique sur la voiture. Donc, c'est le fun pour Red Bull de voir qu'on va peut-être construire de quoi avec un duo de pilotes, du moins si Verstappen rentre là, reste là, pardon, chez Red Bull parce que c'est une écurie, je vais qualifier de instable en termes de longévité de pilote. Là, on touche peut-être à quelque chose. Donc, chapeau à Hadjar, c'est le fun de le voir là. Puis, on parle souvent que Red Bull, ça cogne à la porte avec le développement. Mais moi, je pense que si Hadjar continue de cette façon-là, on risque de le voir chez Red Bull encore pour plusieurs années. Puis si on parle d'héritage de Christian Horner sur comment il a bâti l'écurie, le groupe motopropulseur qui a reçu le sceau d'approbation comme étant le plus puissant de la grille, ça reste qu'on part de loin, une écurie qui a été, on l'a viré aux alentours de 2004, arrivé en 2004, 2005, en tout cas aux alentours de ces années-là, donc c'est quand même assez récent dans l'histoire de la Formule 1. Mais on peut aussi parler de l'héritage du docteur Helmut Marko. C'était peut-être pas le meilleur, ou du moins, il était très critiqué dans ses approches sur comment motiver les jeunes ou comment les développer une fois qu'ils sont rendus dans le sport. Mais pour l'œil, pour les trouver, les dénicher, on parle d'Isaac Hadjar, mais tout de suite, en arrière de lui, dans les essais libres, tu as Liam Lawson, tu as Arvid Lindblad qui complète le top 10, tu as Verstappen en haut aussi. Ça va bien quand même. Un endroit où ce qu'on pensait que c'était problématique du côté de Red Bull, on se dit, il n'y a pas vraiment de relève, il n'y a pas vraiment, tout d'un coup, ça arrive un peu tout en même temps. Lawson est en train d'éclore, Arvid Lindblad arrive, puis c'est comme s'il a toujours été là. Puis après ça, ben, t'as Tsolov aussi en Formule 2 qui fait très bien. Je pense que c'est encore été marqué dans le dernier week-end aussi. Ça va bien chez Red Bull du côté des pilotes. Là. Oui, ben en fait, si on compte là, sur la grille en ce moment, il y a 7 pilotes qui ont commencé dans le giron Red Bull. Puis on aimerait ça en avoir un 8 parce qu'on a perdu Daniel Ricciardo qui a comme quitté un peu trop tôt dans sa carrière. Mais oui, le Red Bull, c'est une bonne façon d'aller chercher du talent. Je pense que ce que je reproche à Red Bull, c'est la patience qu'ils n'avaient pas. Peut-être qu'il y avait le luxe de ne pas être patient, parce que si on se dit qu'il y a 7 pilotes sur la grille qui ont débuté chez Red Bull, puis il y en a plus que ça qui ont quitté entre-temps, il y en a qui ont bien fait dans d'autres séries, comme Sébastien Buemi, mettons, pour ne nommer que celui-là. Donc, on est capable d'aller chercher du bon talent chez Red Bull, on est capable de reconnaître ça. Sauf qu'on dirait que le fait que Marco est allé chercher des bons talents, mais il mettait tellement une pression forte sur ces jeunes-là en ne leur donnant pas nécessairement plus qu'une chance. Là, je pense que maintenant, la mentalité chez Red Bull est justement d'être plus patient envers ces jeunes-là, va faire en sorte qu'ils vont être plus capables de s'épanouir, de se développer sans sentir cette pression-là, puis d'amener une meilleure performance en bout de ligne. Si on continue avec le classement, puis on regarde où ce que les pilotes sont classés aujourd'hui, je t'ai demandé de le faire, François. Je sais qu'on est arrivé, je pense, pas loin de Piastri. J'ai des petits problèmes de mon côté, donc si tu veux Bien poursuivre. correct. Ouais, Piastri après Lawson. Oui, Piastri est en 8e position, donc 1,3, en fait presque 1,4 derrière la pole position, suivi de Nico Hülkenberg. Donc Nico Hülkenberg dans le top 10, Martin. Ça, c'est très bien parce Très que bien. c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure. Hein, c'est solide. Audi est bien là. Arvid Lindblad dans la Racing Bull en 10e position, donc à 1,5 seconde de la tête. Donc pour le top 10, 1,5 secondes. On voit que les gens essayent des choses parce que quand on va arriver à la fin, là, on arrive à proche 4 secondes. Là. Bortoletto, 11e position pour Audi derrière Arvid Lindblad. Il Pas va très falloir loin. surveiller hein, Oui. l'affrontement Audi Racing Bulls. Ça s'en vient drôlement intéressant. On n'est pas nécessairement prêt au championnat constructeur, mais en piste, de plus en plus, les voitures des différentes écuries se retrouvent. Là. Même justement dans les essais,
Une Audi voulait dépasser Lindblad. Lindblad voulait pas nécessairement le laisser passer parce qu'il voulait conserver de l'air propre pour accumuler de ses données. Finalement, on est allé d'un dépassement. Puis là, c'était son ingénieur pour dire, bon, si on avait été d'une course, il n'aurait pas passé comme ça. Parce qu'on va dire, c'est fou, hein? Ils ont Ouais. 10 points Audi. Racing Bull 61 au championnat des constructeurs, mais ils se retrouvent toujours pas mal aux mêmes endroits. Ouais, fait que ça, c'est intéressant de suivre ça pour le reste de la saison. Lorsque justement, des fois, les meneurs, ça se place un peu dans une épreuve de regarder waouh, où ce que vous dites par rapport à Racing Bulls. Au championnat, au classement, c'est surtout Racing Bulls contre Alpine. D'autres voitures qu'on retrouve un peu sur la piste, mais Alpine, c'est un peu en dents de scie, là, depuis quelques temps. On a des bons résultats du côté de Colapinto qui est, j'en revenais pas, c'est le troisième pilote à avoir complété le plus de tours cette année en Ouh! course. Ben, c'est bon pour sa carrière, hein, parce Ben qu'on voulait oui. s'en débarrasser il n'y a pas si Ouais. longtemps. Donc, Franco Colapinto, le deuxième, c'est Antonelli, puis après ça, c'est Hamilton. Donc, si vous pensiez, là, quel genre de top 3 vous pouvez faire pour arriver à avoir Hamilton, Antonelli et Colapinto dans le top 3, là? Il n'y en a pas beaucoup, j'en ai trouvé un. C'est le seul, probablement, que vous allez réussir à faire. Mais c'est quand même... Puis que Alpine a complété plus de tours que Mercedes cette année. C'est pour les gens, j'invite, là, on a un tableau sur la page Facebook du F1 Podcast ou sur nos réseaux qui montre un peu qui a complété le plus de tours, un peu une règle de fiabilité. Ferrari et meneur, mais après ça, on a Alpine qui arrive deuxième pour avoir complété le plus de tours dans les voitures aussi motorisées Mercedes. Je te laisse poursuivre, François. Oui, ben en fait, oui, ben, pour me mettre là-dessus, motorisé Mercedes. Donc, Oui, en ce moment, Mercedes, c'est pas nécessairement le meilleur gage de fiabilité. Puis c'est rare qu'on a vu ça dans les dernières années. Donc, on ne sait jamais s'ils vont terminer la course ou pas. Esteban Ocon, on en a parlé, qui a eu sa première victoire et sa seule victoire ici en 12e position. Et suivi de Kimi Antonelli. Donc, on en parlait plus tôt. Il était à 2 secondes de la tête, mais essayait probablement des trucs avec les gommes médiums. Moi, je ne serais pas surpris, Martin, de voir Kimi Antonelli nous coller peut-être la pole quand même là, en ah, fin de semaine. ben, si tu veux, on peut faire nos prédictions un petit peu avant de compléter, mais Oh, oui, j'avais énormément de difficultés. J'hésitais entre, oui, bien sûr, une Mercedes, parce que c'est facile. On a vu Leclerc, Hamilton, on le disait, tout ce qu'il a fait de bien. Leclerc avait eu la pole l'année dernière aussi en Hongrie, même s'il nous c'est habitue vrai. d'habitude d'avoir une sortie de piste. Au moment en Hongrie, là, il va un peu trop loin, il tente un peu trop un virage, puis à un moment donné, il y a une sortie de piste, puis demain, il avait réussi à aller chercher la pole. Donc, on peut pas le négliger. On a dit Verstappen, mais j'aurais probablement été quand même avec Kimi Antonelli. Le fait que il n'y a pas si longtemps que ça, il était en go-kart et c'est une piste de go-kart, celui de la C'est Hongrie. vrai. Il a le vent dans les voiles. Donc, écoute, vas-y avec Antonelli. Moi, je vais y aller avec. Je voulais y aller avec Hamilton, mais je vais y aller avec Leclerc parce qu'il va avoir la confiance Ouais. grâce à ces trucs douteux là, Mhm. De chien. d'intimidation. D'intimidation, ouais, Ah, il est dans la tête de Red Bull, par exemple. exactement. Il est dans Ouais. la tête de Red Bull. Mais on ne sait pas ce qu'il a fait devant les autres Ouais. écuries, mais bon, un chien, ça se nourrit. Hein? Donc, tout ça pour dire, Pierre Gasly en 14e, derrière notre ami Kimi Antonelli. Oliver Bearman, pas trop loin, en 15e position. Albon et Sainz, collés encore le duo chez Williams. Par contre, il y a quand même un 4e entre les deux. C'est Albon qui a le dessus sur Carlos Sainz. En ce moment. Valtteri Bottas dans la Cadillac à 2,7 secondes. Notre ami Fernando Alonso approche 3 secondes. On est à 3 secondes derrière. Donc, qu'est-ce que ça dit, ça, au sujet? Ben, on est en FP, hein? Donc on est en Mhm. pratique. À la qualif, on va vraiment savoir, Martin, je pense, ce que vaut les améliorations à Aston Martin. Parce que c'est quoi, on varie entre 3 et 5 secondes, dépendamment du circuit de retard Exact. sur un tour. Mais ça, c'est un petit circuit. Donc, 3 secondes, j'ai C'est hâte de voir beaucoup. en qualif. C'est beaucoup, mais c'est quand même. On peut dire qu'on est proche d'avoir gagné 2 secondes, mais comme on l'explique, on part tellement de loin. Hmm. As-tu vu la séquence en fin de EL2 qui m'a fait très rire? La fameuse Non, peinture, je là, n'ai pas vu ça. la fameuse peinture, le Flovis. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, c'est une peinture qu'on met pour vérifier l'efficacité de l'aérodynamisme. Donc, Ah oui, ça, je si... connais ça. Oui, Ouais, oui, le ouais, genre on voit les éclats sur le. exact. Les peintures, des fois, souvent on utilise du vert fluo, mais c'est drôle que chez Aston, on utilise le vert parce qu'il y a d'autres couleurs, puis on se dirait qu'en tout cas, ben, c'est quand même fluo, on est capable de différencier. Donc, on met cette peinture-là, on envoie les voitures en piste, puis à ce moment-là, ben, on va regarder l'écoulement. Donc, lorsque la voiture revient au garage, on va prendre des photos, on va saisir ça, puis on va regarder si toutes les pièces fonctionnent Mhm. comme la perception qu'on avait dans les tunnels devant, donc dans la soufflerie. À ce moment-là, après ça, on les suit et on retourne ça. Mais on avait tellement d'améliorations sur la voiture d'Aston Martin qu'on en a mis partout. Mais partout.
partout. C'est la première fois qu'Anthony Davidson me fait rire là, c'est pas un gars qui est très drôle, on s'entend, mais il a dit on aurait quasiment il dit je suis surpris qu'on en a pas mis sur le pilote aussi. J'ai vraiment ri, mais c'était très, très drôle. C'est à peu près juste ce qui manquait qu'on commence à en shooter sur Fernando Alonso avant que ça soit dans la voiture. Mais il y en avait, j'ai jamais vu ça. Une séquence avec autant de fluides. Donc, ça représentait bien qu'on veut prendre des études sur pas mal toute la voiture au complet. Donc, on s'est pas gêné. Il y avait même certains qui disaient que c'est parce qu'on on avait une boîte qui était sur le bord de passer date avant les fêtes, avant la pause d'été. Donc, on a dit on va passer ça pour libérer notre inventaire. Mais n'empêche que c'était une séquence qui était assez drôle à voir, mais ça représentait bien à quel point que on recherche des résultats, puis on recherche de quoi de positif du côté d'Aston pour bâtir sur de quoi de solide. Mais les commanditaires se sont plaints parce on les voyait plus sur le tour. J'espère pas, non. Ouais. Alors, tu iras voir ça, c'est une chance. Alors ça, je suis ouais, certain que j'étais en train de le googler, peinture, mais je vais retourner le voir là, parce que c'est sûr j'ai ça a frappé ça a frappé un peu l'imaginaire parce que c'est quand on revenait pour faire le départ, là, quand on pratique les départs à la fin d'une séance d'essai libre. Puis là, on a vraiment vu une séquence où la Aston se positionnait sur la grille de départ avec plein de peinture dessus. J'imagine les gens qui ne sont pas familiers avec ce type de procédure-là. Fait qu'est-ce qui s'est ils doivent se passé? poser des questions. Quelle livrée absolument laide et manquée qu'on a en fin de semaine. Mais c'était la raison. Si vous avez juste attrapé cette image-là, c'est pour ça que la voiture était un peu différente. Donc, on a déjà fait nos prédictions. On est fin prêt pour le week-end. J'invite les gens à aller répondre à notre question présentée par Sona Viking, comme je mentionnais, à savoir c'est quoi vos attentes envers Aston Martin. J'espère qu'on ne vous a pas trop influencé avec nos réponses. Vous êtes capable de répondre si vous croyez vraiment de les voir arriver dans un top 15 ou vous pensez que ça sent les points. Donc, ça, c'est dans la section sondage, juste à descendre un petit peu en dessous de la pochette. Vous avez la description de l'épisode, mais un peu plus loin, vous avez la section pour répondre avec les choix de réponse. François Goulet, ça a été encore une fois un plaisir. Je te remercie aussi d'avoir, comme j'ai fait en début d'épisode, d'avoir pris une partie de tes vacances pour venir parler de F1 avec nous. Et là, je sais que tu as tes enfants et surtout ta fille qui t'attend pour aller jouer à l'extérieur. Oui, je retournais avec ma famille. C'est là-dessus que je passe le plus clair de mon temps là, en ce moment, mais c'était un plaisir de venir te voir, parler un peu de ça, puis évidemment se lever demain matin pour les qualifs. Là. Écoutez ça, donc une bonne fin de semaine à tous. Bon Grand Prix de Hongrie et à Simon Bachan, bon meilleur Grand Prix à toi. On salue Simon, à notre ami Simon, que je vais avoir la chance de jaser, décortiquer son Grand Prix préféré de l'année, en espérant qu'il pourra me remettre ça dans le visage. T'as vu, Martin? Arrête de parler contre la Hongrie. Ben oui. C'est ça. C'est ça. Puis, je demeure positif avec les nouvelles voitures. Je pense qu'on va avoir des belles surprises, puis on va avoir des belles batailles. Donc, bon week-end, mon cher François, et je souhaite beaucoup de plaisir à tes enfants à l'extérieur. Pareillement, au revoir à tous et bon week-end. C'est ce qui conclut notre épisode du vendredi 24 juillet. Notre prochain rendez-vous sera lundi avec notre retour sur le week-end de course au Hungaroring en Hongrie. Mais d'ici là, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Instagram ainsi que LinkedIn, et à vous abonner à nos chaînes Spotify, YouTube et Amazon Music. Et surtout, ne pas oublier d'activer la petite cloche, question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite un excellent week-end de course.